merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathilde Panot et Adrien Quatennens sont reçus cet après-midi à l'Élysée. Vous attendez quoi de ce rendez-vous ? Le président de la République reçoit les présidents de partis, de groupes parlementaires. Pourquoi pas, c'est légitime de le faire. Nous lui dirons ce qu'il nous semble nécessaire de faire dans la situation. Et vous attendez un geste ? Oh non, j'attends pas grand-chose. On est reçus pour dire notre point de vue sur la situation. Nous le ferons, mais nous dirons les choses clairement. Premièrement, il y a un état d'urgence sociale dans ce pays, donc il faut apporter des réponses. Et on n'a pas de temps à perdre sur le sujet, sur les salaires, sur les prix qui s'envolent et qui explosent, sur de plus en plus de personnes qui n'arrivent tout simplement pas à finir les fins de mois. Là, on a besoin de réponses fortes. Et s'il décide de nous faire une proposition de gouvernement d'union nationale, nous lui dirons clairement que ça ne peut pas être une perspective pour nous. Nous avons combattu sa politique, nous allons la combattre encore, nous n'allons pas gouverner avec lui. Pourquoi ça ne peut pas être une possibilité ? Il y a une situation inédite aujourd'hui en France. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une solution inédite ? Mais il faut respecter la parole des électrices et des électeurs. Nous avons fait une campagne des élections présidentielles et ensuite une campagne des élections législatives en disant nous proposons une alternative à Emmanuel Macron, à son monde et à sa politique. Donc si maintenant nous arrivions et nous disions non, finalement, on va s'arranger pour gouverner ensemble, je pense qu'on ne respecterait pas la parole de celles et ceux qui nous ont élus. Parce que nous avons des accords et des divergences sur le programme, sur le projet, sur la vision de la société qui sont fondamentaux. Mais même au sein de la NUP, il y a des accords et des divergences. Ça ne vous empêche pas d'avancer ensemble. Non. Donc je repose ma question. Est-ce que vous ne pourriez pas faire du donnant-donnant aussi ? Lâcher sur des choses, renoncer à certaines choses et en revanche avancer sur des points qui vous sont chers. Alors d'abord, au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous avons un programme partagé de gouvernement avec 650 mesures. Il peut y avoir des points de nuance, mais sur l'essentiel, nous pensons la même chose et nous pensons qu'il faut faire la même chose. Quant au président de la République, qu'il dise dans ce cas-là, qu'il s'exprime, qu'il dise quels sont les mauvais projets qu'il décide d'abandonner. Et dans ce cas-là, nous verrons s'il est possible de discuter. Mais pour l'instant, il ne l'a pas fait. Donc qu'il s'exprime, qu'il prenne acte de la défaite, parce que c'est une défaite de l'élection législative pour lui, et qu'il dise à quel point cela change ou modifie sa manière de voir les choses. Pour l'instant, il ne le fait pas. Je repose ma question différemment. Imaginons un système à l'allemande, c'est-à-dire imaginons dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, toutes les forces politiques autour de la table pour justement constituer ce programme commun dont vous parlez. Est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher, une coalition à l'allemande avec un programme pendant 4 mois et puis ensuite on applique, chacun renonce à quelque chose et prend et impose quelque chose? Mais nos programmes, ils sont diamétralement opposés. Oui, mais en Allemagne aussi, regardez, la coalition, c'est le grand écart entre les libéraux, entre les Verts, c'est la même chose. Oui, mais ça c'est l'Allemagne d'abord, avec des institutions qui y correspondent. C'est pas les institutions de la Ve République en France. Encore une fois, la situation est inédite. Oui, mais très bien. On peut être inventif, imaginatif. Mais soyons inventifs, pas de problème. Dans ce cas-là, engageons la réforme institutionnelle, allons vers une 6e République davantage parlementaire, mettons ces sujets sur la table. Aucune difficulté à le faire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc si on veut commencer à avoir un régime un peu plus parlementaire que ce qu'il est aujourd'hui, la première chose à faire, c'est que le gouvernement s'engage à venir devant l'Assemblée nationale pour demander un vote de confiance. Parce que pour l'instant, alors ça c'est prévu. Que ce soit exclu. En tout cas, le 5 juillet, Elisabeth Borne, elle va prononcer donc son discours de politique générale. Si vous avez déjà déposé une motion de censure, non, en fait. On n'a pas déposé de motion de censure et nous demandons à ce que la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement à l'issue de son discours de politique générale. Alors, parce que sinon, il ne fallait pas voter aux... Oui, mais c'est pas une obligation. Pierre Mauroy, en 81, il n'a pas demandé le vote de confiance. Je m'en rappelle, enfin, je l'ai lu, en tout cas, j'étais pas né à l'époque, mais ce que je veux vous dire, c'est que on vient de subir le résultat des élections législatives, donc le gouvernement vient de subir une défaite, il peut pas faire comme si cette élection n'avait pas existé, sinon... On supprime les élections législatives, on vote pas, et puis la Première ministre est désignée par le fait du prince et gouverne par le fait du prince. Mais vous étiez en train de me dire, est-ce qu'on peut pas aller vers un régime parlementaire? Donc là, c'est contradictoire. Si on veut pas que ce soit le gouvernement par le fait du prince, il faut qu'il engage la confiance devant l'Assemblée nationale. S'il l'engage pas, qu'est-ce que vous ferez? S'il l'engage pas, c'est clair que nous, on n'exclura pas de déposer une motion de censure qui sera la possibilité ensuite pour l'Assemblée nationale de s'exprimer. Mais honnêtement, il serait plus légitime d'un point de vue démocratique que le gouvernement demande la confiance de l'Assemblée nationale. Mais Elisabeth Borne, elle est à Matignon depuis 37 jours, je crois. En quoi elle a démérité? C'est les Françaises et les Français qui l'ont dit.
puisqu'ils ne lui ont pas donné de majorité absolue pour mettre en œuvre son programme. Donc le sujet n'est pas de savoir si personnellement elle a démérité ou pas. Le sujet est de savoir si elle a la légitimité pour mettre en place le programme qu'elle propose et qu'elle souhaite mettre en place dans ce pays. Manifestement, c'est pas le cas, donc elle doit en tenir compte. Donc elle doit engager cette responsabilité. Si elle perd, elle doit partir. Alors, vous êtes quand même disposé à faire des compromis, j'imagine. Concrètement, prenons un cas d'école. Début juillet, il va y avoir le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Est-ce que le coup de pouce, un nouveau coup de pouce à la pompe, est-ce que vous votez ou vous votez pas? Mais ça dépend quelle forme il prend. Si le président de la République décide de bloquer les prix du carburant comme il est en possibilité de le faire, hein, c'est un article du Code du commerce. Donc vous, c'est blocage des prix du carburant, mais si c'est coup de pouce, ce sera non. Mais je ne sais pas ce que c'est coup de pouce, si c'est distribué encore un micro-chèque. C'est 18 centimes par litre, enfin Mais qui paye? Parce que, je veux dire, on peut donner l'impression aux Françaises et aux Français qu'on va leur donner de l'argent, mais si on le prend dans une poche pour le donner dans l'autre, parce qu'en fait, on distribue de l'argent public qui, d'une certaine manière, est repris par le budget de l'État, je vois pas en quoi on règle le problème. Ce qu'il faut faire, c'est mettre à contribution les distributeurs, les fournisseurs, celles et ceux qui, pardonnez-moi, mais dans la période précédente, s'en sont mis plein les poches. Parce que c'est pas la crise pour tout le monde, parce que ça coûte pas plus cher aujourd'hui d'extraire 1 litre de pétrole que ça coûtait il y a 2 ans. Donc c'est bien qu'il y a de la spéculation. C'est à la spéculation qu'il faut s'attaquer. Et c'est pas au budget de l'État de venir financer en quelque sorte les marges et les dividendes des multinationales de l'énergie. Je vais prendre un autre exemple, le dégel du point d'indice. Oui. Oui ou non? Ah bah le dégel du point d'indice, on le porte depuis 5 ans. Donc bien ça, évidemment, on y est favorable. Mais dégel et rattrapage du retard. Parce que il y a à peu près 15%, 10 à 15% de rattrapage à mettre en œuvre pour que les rémunérations des fonctionnaires soient à la hauteur. La réindexation des retraites. La réindexation des retraites sur l'inflation, c'est une proposition qu'on défend, qu'on approuve. Donc vous voyez, vous êtes presque d'accord avec ce projet de loi? Non, mais c'est parce que le président de la République, d'ailleurs, il aurait pu le faire depuis 5 ans, hein, ne l'a jamais fait. Donc maintenant, il reprend des propositions qui sont les nôtres, très bien, s'il les met au vote, pas de problème. Sauf que il propose aussi la retraite à 65 ans. Nous y sommes radicalement opposés. Il propose sans doute une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Chaque chose en son temps. En tout cas, sur ce projet de loi du pouvoir d'achat, vous n'êtes pas loin d'avoir des accords et des points d'accord et de pouvoir voter éventuellement certaines propositions. Ni vous ni moi ne connaissez à cette étape le contenu précis de ce projet de loi. Nous ferons notre travail parlementaire. Nous amenderons, nous proposerons, nous voterons pour ce qui va dans le bon sens et nous voterons contre ce qui va dans le mauvais sens. À la fin, il y aura un projet de loi global et sur la base de l'analyse que nous en ferons, nous le voterons, nous le voterons pas. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. J'ai une petite curiosité, parce que, voire même une incompréhension. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, il a proposé de faire ce groupe unique de la NUP entre les communistes, les écologistes, les insoumis à l'Assemblée nationale? Il savait très bien que ses partenaires diraient non? Non, je ne crois pas. Pour répondre à une situation, vous l'avez dit vous-même, qui était inédite, c'est-à-dire d'un gouvernement qui est manifestement en sursis, et d'un Rassemblement national qui malheureusement est rentré plus fort que prévu à l'Assemblée nationale. Et donc la proposition de Jean-Luc Mélenchon... Mais du coup, ça fait désordre, puisqu'on lui dit non. Mais ça fait désordre, ça fait pas désordre. Jean-Luc Mélenchon, il met une proposition sur la table, on en parle, on en discute. Si d'autres ne le souhaitent pas, on écoute aussi leurs arguments. Et je suis certain que d'ici la fin de la semaine, on va proposer une modalité d'organisation de la nouvelle Union populaire écologique à l'Assemblée nationale qui sera la plus efficace possible pour à la fois faire notre travail d'opposition, mais surtout, parce que c'est ça l'objectif, faire en sorte que la prochaine fois qu'on reviendra aux urnes, nous soyons l'alternative à la politique d'Emmanuel Macron. Tout ça, c'est aussi, on a 30 secondes, c'est un peu complexe, mais tout ça, c'est aussi pour essayer de prendre la présidence de la prestigieuse commission des finances. Normalement, ça va au groupe d'opposition qui est le plus nombreux. Il se trouve que c'est le Rassemblement national avec ses 89 députés. Ça ne va pas au groupe d'opposition le plus nombreux, ça va à la coalition d'opposition la plus nombreuse. C'est vrai que c'est une règle... Mais la règle, elle est très simple, c'est que les députés de la majorité ne participent pas au vote s'ils respectent cette règle. Ils n'y prennent pas part. À partir de ce moment-là, c'est la coalition qui soutient, qui est la plus nombreuse et qui soutient un candidat qui l'emporterait. Donc nous mettrons d'accord sur une candidature commune de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Merci beaucoup, Manuel Bompard. Bonne journée à vous.